Pile-poule. Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Question philosophique. Oui. Aujourd'hui, le visage de nos colères avec Sophie Galabru. La colère m'a changé. Je ne parle pas de cet énervement contre la lenteur du monde, de l'irritation venue de ces exigences auxquelles je ne parviens pas à me hisser, ou bien encore de ces agacements quotidiens, anonymes et communs. Ces ronronnements ne se hissent pas à l'intensité éclatante de la colère ni à ses effets salvateurs. Il se pourrait même que ces petits énervements nous empêchent d'accéder franchement à cette émotion initiale. Or, un jour, j'ai osé sentir ce refus d'adhérer à ce qui m'avait abîmé. J'ai éprouvé une détermination à repousser ce qui tenterait encore de m'amoindrir, et par là, je suis entré en sympathie avec d'autres colères. Ce jour est peut-être arrivé à force de lassitude, d'efforts inopérants à demeurer contente malgré tout. Peut-être que des figures de résistance m'ont irréversiblement bouleversé, mais pourquoi, à tel moment plutôt qu'à un autre, les raisons de nos renaissances ne nous appartiennent pas toujours? Sophie Galabru, bonjour. Bonjour. Sophie Galabru, vous êtes philosophe, agrégée, docteur en philosophie. Oui. Nous allons parler aujourd'hui de ce livre que vous venez d'éditer chez Flammarion, qui s'appelle « Le visage de nos colères » et dont je viens de lire l'incipit, enfin, les premières lignes qui sont tout à fait puissantes et tout à fait très très belles. Donc Sophie Galabru, avant toute chose, votre nom, votre patronyme est connu, vous êtes la petite fille de Michel Galabru, oui. Et vous écrivez ce premier essai, et j'avais une première question à vous poser, parce que on a l'impression que ce livre, donc Le visage de nos colères, on sent bien qu'on va parler de la colère, de cette émotion, de cette passion. On a l'impression quand même, tout au long de ce livre, qui est très documenté, qu'il y a une expérience personnelle de découverte de la colère. Oui, Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est vrai. C'est une philosophe comme Hannah Arendt qui dit les philosophes ne veulent jamais dire ce qui personnellement et dans leur vécu les pousse à penser. Et donc c'est vrai, je préfère le dire, c'est une colère vécue intimement, personnellement, depuis peu d'années, de manière assez récente, qui m'a donné envie d'écrire sur cette émotion que je trouve être un moteur puissant dans la vie. Ouais. Parce que l'impression qu'on a, et c'est un peu je crois le thème général de votre livre, c'est qu'on a appris à réprimer ses colères. Oui, depuis qu'on est tout petit, on nous dit arrête, te mets pas en colère, etc. La colère fait peur, la colère dérange. Et vous avez d'une certaine façon, à un moment donné de votre vie, découvert que la colère, en fait, faisait partie de vous et n'était pas quelque chose à écarter immédiatement. Elle fait partie en fait de tout individu, j'en suis convaincue, mais il est vrai, ça fait partie du livre, c'est une thèse de ce livre, c'est qu'elle est désapprise, elle est même désincorporée dès l'enfance. Il n'est pas bon de se mettre en colère parce qu'on estime qu'elle rompt les bonnes manières, la politesse, l'unité du groupe. Et donc, et parce qu'on craint, comme le disait Nietzsche, l'individualité des êtres, on leur demande d'apprendre une forme de soumission, de docilité, et la colère n'est pas bonne conseillère de ce point de vue. Mais on comprend quand même que d'un point de vue social, pour l'harmonie de la vie,
des uns et des autres, du lien social. C'est vrai que la colère est pour le moins déstabilisante. Elle peut faire peur, elle peut désorganiser, elle peut créer de nombreux troubles sociaux. Oui, elle peut créer des troubles, mais elle appelle aussi elle n'est pas, comment dire, l'appel au désordre. Elle est à l'appel à un autre ordre qu'on estime plus équilibré, plus juste, plus libre, plus équitable. Donc elle n'est pas l'appel au désordre purement et simplement, pour moi. Elle est un appel à un nouvel ordre. Alors, la colère telle que vous l'entendez, d'ailleurs, vous ne cessez dans le livre de la définir par différence, par exemple, avec la haine ou avec la violence, oui. ou avec, pour bien détourer ce territoire de la colère et justement qu'on ne la confonde pas avec d'autres types de passions ou de réalités humaines. Alors, qu'est-ce que c'est exactement de cette colère? D'où est-ce qu'elle nous sort, cette colère? Oui, c'est vrai que le travail aussi en philosophie est toujours un travail de concept et de distinction donc des concepts et des mots. Mais c'est pas simplement pour faire joli ou philosophe que j'ai fait ce travail de séparation entre le caprice, la violence ou encore la haine. C'est aussi pour dire que la colère dans le procès qui lui est infligé, et même le mauvais procès, est associée indûment ou de manière injustifiée à d'autres termes qu'elle n'est pas, comme la haine, qui est plutôt une passion qui cherche la destruction de l'autre, sa négation pure et simple, ou encore le caprice, qui peut être une forme de frustration et même aller jusqu'à la volonté de dominer de manière tyrannique. La colère n'est pas l'envie de dominer l'autre ou de le détruire, ou elle n'est pas une démence, elle est au contraire une réaction qui provient d'abord du corps. C'est une ressource biologique, psychobiologique, pour se défendre face à une agression et réclamer donc l'intégrité, la sécurité et même une meilleure égalité avec les autres. Donc, je voulais montrer qu'elle n'est pas ces mots auxquels on l'associe pour la délégitimer, la discréditer. Ouais. Et d'ailleurs, on sent bien, vous avez parlé de ressources. Vous venez de parler de ressources et on sent en lisant votre livre, je veux dire qu'on a une autre vision de la colère, de sa propre colère quand on a lu le livre. Je rappelle le visage de nos colères aux éditions Flammarion. Et on a l'impression que effectivement on a appris quelque chose de différent sur soi-même, Sophie Galabru. J'en suis heureuse si c'est le cas, parce que j'ai envie effectivement que les lecteurs puissent s'apercevoir du sens, parce que je crois que comme elle est délégitimée, cette émotion, elle est très vite balayée ou refoulée, et quand on l'éprouve soi-même, on en est gêné, on se sent coupable, on culpabilise, on la refoule, on la balaye, et je pense que c'est un tort, parce que de toute façon, on ne l'élimine pas, on ne l'évacue pas. Et donc elle reviendra, et elle pourra alors revenir sous des formes vraiment délétères, c'est-à-dire viser les mauvaises causes, les mauvaises personnes, ou alors venir contre soi. Et donc je crois que c'est vraiment important d'expliquer ce qu'elle est, son origine, ses fonctions, ses buts, pour que les gens puissent s'en emparer et mieux la comprendre, et donc qu'elle ait des effets intéressants. Ouais, c'était mon but, ouais. Alors, on va aborder, on va prendre des exemples pratiques tout de suite pour pas rester trop dans le concept. Enfin, on reviendra un petit peu puisque vous êtes philosophe, donc c'est normal qu'on soit dans le concept. Mais on va prendre des exemples et on voit bien d'ailleurs dans votre livre que vous analysez énormément d'exemples historiques ou actuels de la colère, que ce soit la colère individuelle ou la colère collective d'ailleurs. Et on peut prendre, à titre d'exercice quand même, vous faites une analyse très intéressante des Gilets jaunes qui ont marqué notre actualité il y a 2 ans. Et vous analysez la colère et tout ce qui est autour de la colère, mais qui ne l'est pas forcément de la colère. Est-ce qu'à l'origine, on prend cet exemple de révolte parce que c'est la plus récente et c'est la plus proche, mais enfin, l'histoire est truffée de révoltes collectives, de révolutions. Voilà. Est-ce que la colère est à l'origine d'un mouvement comme ça, ou est-ce qu'elle s'est greffée après? Comment est-ce que ça se passe selon vous? Je crois qu'il y a eu, il y a eu de la colère, mais il y a eu aussi, je pense, on a pu apercevoir du désespoir, de l'inquiétude par rapport au pouvoir d'achat, à la vie, à la façon de pouvoir mener sa vie. Donc je pense qu'il y a eu à la fois inquiétude,
peur, désespoir, mais tout ça a été relevé dans une forme de fierté et de revendication grâce à la colère, à mon avis. Voilà. Donc la colère a structuré d'une certaine façon un certain nombre de choses qui étaient un peu dans l'air. C'est un affect qui peut permettre, quand on se sent humilié, inquiet ou triste, je pense que c'est un affect qui peut permettre dans un premier temps de se relever, c'est-à-dire de restaurer l'image de soi, de se redonner une image plus embellie, fière, et de réclamer pour soi un traitement plus digne. Donc je pense que ça a permis d'emporter les gens pour reconquérir une fierté, une dignité et oser faire des demandes politiques ensemble. Donc j'ai trouvé ça positif. La colère, Sophie Galabru, elle est à la fois individuelle, mais elle peut être collective. Oui, absolument, parce que une fois qu'on a assumé la colère pour soi, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça impose d'assumer ses peurs et la honte. Il faut aussi surmonter ses émotions pour être capable de colère. Il faut accepter d'avoir peur, de se sentir peut-être humilié et honteux. Et une fois cela accepté, on peut accepter la colère. Et une fois qu'on accepte sa colère propre, on va donc explorer les motifs de sa colère. On va essayer de proposer un programme ou des revendications, puis on va explorer les autres colères, les autres vies, et voir si d'autres ne sont pas comme nous dans la même situation. Et on va alors se fédérer. C'est ce qui s'est passé sur les ronds-points. Ouais. Avec les gilets jaunes. Alors, et comment d'une colère justifiée, qui est une sorte de fierté trouvée ou retrouvée, on peut dériver vers des actes plus violents qui, eux, pour le coup, desservent la cause. Et on a bien vu ce qui s'est passé à l'Arc de Triomphe, les dégradations qui ont eu lieu, etc. Et puis tous ces petits professionnels de la violence qui viennent agrémenter les cortèges. Est-ce que c'est inévitable, ça? Ou est-ce qu'il peut y avoir des colères propres, je dirais, si je peux employer ce terme? Je serais gênée de qualifier, de me faire l'arbitre des bonnes colères ou des mauvaises colères, parce que je pense que toute colère, c'est aussi la radicalité de mon propos, a un fond qui est absolument légitime, parce qu'on ne peut pas juger une émotion, elle existe, elle est. Et cette émotion vise la liberté et la justice. Donc si elle est déclenchée, c'est qu'elle a une raison d'être. Donc je ne pourrais pas dire elle est propre ou pas propre. En revanche, je pense que des colères qui ont trop macéré, qui ont été trop refoulées, contenues, et qui en plus sont méprisées par ceux à qui elles s'adressent, peuvent produire une mutation alchimique vers la haine et vers la violence. C'est ce qui s'est passé. Je pense que les Gilets jaunes ont été des gens qui étaient depuis longtemps opprimés et silencieux, particulièrement résilients. Et donc, personnellement, moi, j'ai été étonnée qu'ils ne débarquent que maintenant. Et dans une violence qui, oui, a été choquante, parce que la violence est toujours une effraction dans le réel, et donc violente. Et c'est vrai que de voir l'agression des biens et des biens et du mobilier urbain pouvait être choquant, mais à vrai dire, c'était tout de même plus rassurant que de les voir attaquer peut-être des gens. Parce que quand on est désespéré, inquiet, honteux, fatigué et en colère, je pense qu'ils auraient pu faire bien autre chose. Et donc, quelque part, ça a été une catharsis qui a visé, la ville, et je ne dis pas que c'est bien, mais enfin, la violence que eux subissent tous les jours, on n'en parle pas et on ne trouve pas ça propre ou malpropre, on n'en dit rien. Donc moi, je n'ai pas été... j'ai plutôt d'abord regardé ces personnes. Voilà. Maintenant, je pense que ce qui a permis une mutation vers la haine et la violence, c'est aussi le mépris qu'on a pu leur adresser, parce qu'ils étaient une masse, comme on dit d'ailleurs toujours, des masses en colère, une masse qui grogne, qui ne comprend rien, qui ne comprend pas l'intérêt de la nation ou les siens. Enfin, oui, c'est ça, mais il y a eu un mépris, mais qui n'était pas forcément volontaire. Parce qu'on voit bien les déclarations maladroites qu'il y a eu à ce moment-là, en disant « Ah, mais vous vous révoltez, mais c'est parce que vous n'avez pas bien compris notre politique. » Ce qui les a énervés encore plus, en leur disant « Écoutez, on a très bien compris, on n'est pas d'accord avec ce que vous faites. » Mais il y a eu des erreurs de communication, plus qu'une volonté d'humilier. Oui, mais je crois que quand on veut vraiment comprendre les autres et les entendre, qu'on ne se trompe pas dans la communication. Ouais. Enfin, s'ils avaient lu votre livre, ils ne se seraient peut-être pas trompés. Ah, j'en sais rien, je sais pas, je peux pas ils auraient fait peut-être la part des choses entre différentes... Mais en fait, ça implique d'oser entendre la colère. C'est aussi ce que je dis, c'est qu'à première vue, on a peur, on se fige, on se crispe, et on a tendance à la balayer en disant...
c'est un débordement un peu accidentel ou qui ne veut rien dire. On commence par s'en préserver toujours, hein, et tous, même dans la société civile comme ça. Et je crois que c'est une erreur et ça vient d'un mépris en fait rationaliste et un peu élitiste pour le corps et l'émotion. Sophie Galabru, est-ce qu'on sait toujours pourquoi on est en colère? Non. Non, Vous on ne parlez sait beaucoup pas des toujours. enfants, Ouais. mais les adultes, c'est à peu près la même chose quand même de ce point de vue-là. Parfois, on se sent en colère, Ouais. et l'enfant se sent en colère, et on ne pourrait pas verbaliser, ni peut-être conceptualiser ce qui nous met en colère, mais on a ce sentiment de colère. Il y a une chose que je crois aussi fermement, et là, je m'appuie finalement de la psychanalyse, c'est que je pense qu'il y a des colères d'adultes qui remontent à des colères d'enfance mal identifiées, mal vécues ou refoulées. Et je crois que c'est important et ça je l'ai un peu découvert avec la psychanalyste Alice Miller, c'est que il faut vraiment se replonger dans une généalogie de ces colères d'enfants, parce que je suis sûre qu'elles se transmettent, qu'elles résistent et se poursuivent dans l'âge adulte. Et parfois, on est en colère vis-à-vis de gens ou de situations, mais notre colère est bien au-delà d'eux, ou bien en deçà, c'est-à-dire qu'elle vise des choses vécues il y a bien plus longtemps, vous voyez. Et donc, c'est important de faire une étude Donc, on fait une archéologique. généalogie de la colère, Ouais. c'est-à-dire elle est retrouvée Oui. dans l'enfant, la source de la colère des adultes. Retrouver la source de peut-être de blessures, d'humiliation, de mépris ou de maltraitance. Ça peut être des micro-blessures, mais qui ont suscité des petites colères, mais qui ont pu s'accumuler et développer un sentiment d'injustice ou d'oppression qu'on peut garder adulte et qu'on va en fait diriger vers des gens qui ne sont parfois pas voyez, en cause véritablement dans nos colères. Donc, dans ce cas, la colère viendrait d'une humiliation, d'une maltraitance qui n'a pas, d'une certaine façon, qui n'a pas été résolue, qui n'a pas été traitée à un moment donné et qui s'est engrammée dans le corps. Si vous voulez, la radicalité de mon propos, c'est que je suis convaincue que tout enfant, peut-être il y a des exceptions, mais tout enfant est forcément dominé par ses parents ou ses tuteurs. La condition de l'enfant est encore à explorer. Je veux dire, on parle beaucoup des victimes du racisme, du sexisme ou du mépris social, mais il y a les enfants aussi dont on parle peu. La discrimination agiste, et je pense que les enfants, parce qu'ils sont tout petits, parce qu'on les croit inachevés ou ayant une intelligence, elle aussi, fragmentaire ou parcellaire, on ne leur accorde pas beaucoup de crédit, à mon avis, dans leur ressenti. On ne se rend pas compte, mais parfois, par le rythme de notre vie. Il y a quand même beaucoup de... Là, il y a eu de travaux depuis 50 ans, 100 ans sur la psychologie des enfants, sur Douto, sur tout ça. Enfin, là, on ne peut pas dire quand même que... On découvre. Est-ce que la société civile va lire absolument tout le monde ne lit pas Dolto ou Alice Miller. Ouais. Et puis parfois on lit, on comprend très bien, mais affectivement ou dans sa pratique, on va quand même reproduire des violences, des micro-violences qu'on a pu subir. Parce qu'on est pressé, parce qu'on estime que l'enfant, n'a pas une altérité comme un adulte à respecter tout autant. Un enfant est forcément soumis à des injonctions permanentes. Je veux dire, il n'a pas... c'est sa nature, quoi. C'est ça. En tout cas, structurellement dans notre société, sa condition, c'est d'être dominé, d'être structurellement aussi dépendant des autres. Il est dépendant, biologiquement, affectivement, économiquement, tout le temps dépendant. Donc, il vit des injonctions en permanence. Il y a de quoi forcément être frustré, en colère ou avoir des sentiments de privation, d'injustice. Donc nous tous, nous les avons forcément vécus. Est-ce qu'il peut y avoir des colères transgénérationnelles ? Est-ce que la colère on peut ressentir les colères de nos parents, de nos grands-parents, etc. Oui, je le pense, absolument. Ouais. Il y a aussi les colères silencieuses de ses grands-parents, de ses parents. Évidemment, je pense qu'on peut là aussi faire une archéologie même. Il est évident on a tous un rapport à la colère parce que c'est un rapport au sens de la liberté et de la justice, de la soumission et de l'indépendance. Donc c'est une émotion extrêmement importante à laquelle on a forcément un rapport très complexe qui se noue dès l'enfance et qu'on a vu. On a vu ses parents ou ses grands-parents être très colériques ou pas, ou soumis, dociles. Donc ça nous interpelle. Donc en fait, ça se joue effectivement dans l'enfance, dans cette situation de subordination ou de suggestion. Et d'une certaine façon, on a peut-être pris des habitudes à ce moment-là. Arrivé à l'âge adulte, on a une liberté plus importante, mais on n'en est pas forcément conscient. C'est-à-dire qu'on réagit toujours avec des colères d'enfance sur un environnement sur lequel on peut
agir de façon différente. Oui, je le pense en très grande partie. Je pense qu'il y a beaucoup de nos colères, je ne vais pas faire des statistiques, mais qui sont sûrement des colères d'enfants qui n'ont pas été explorées, élucidées, qui se répercutent parfois un peu à vide ou injustement sur d'autres. Puis après, il y a aussi des vraies colères dans notre vie professionnelle. Il y a notre vie professionnelle, sociale et familiale, hein. Mais oui. Est-ce que vous étiez une enfant colérique? Je crois que j'étais, oui, je pense que j'avais un fond colérique et assez indocile, mais qui a été très vite calmé par la force des choses. Parce c'est aussi ce que je dis, il n'y a pas d'issue pour la colère des enfants. Sinon, l'issue, c'est quoi? Ce sont des rêves un peu... La fugue, ce ne sont pas des rêves qui ont des issues possibles. Donc on est obligé, au bout d'un moment, d'être résilient ou d'être docile quand on est enfant. On sent bien beaucoup d'enfants ont créé, ou d'artistes ont créé, vous en parlez d'ailleurs, oui. ont créé un univers imaginaire, ont construit quelque chose Oui. à partir de cette colère frustrée qu'ils n'arrivaient pas à assumer. Je sais plus exactement, enfin, vous prenez le cas de Baudelaire, par exemple. Oui, ou Jules Vallès aussi. Il y en a plein d'autres, je suppose. Oui, et ce sont des écrivains qui ont été... Alors, Baudelaire avait une colère immense contre sa mère, dont il avait l'impression qu'elle l'avait abandonné après son remariage. Et Vallès a été frappé, très maltraité, lui, par son père. Jules Vallès. Et Jules Vallès, d'ailleurs, n'arrive pas... Alors, il devient un militant, un communard, mais il n'arrive pas à affirmer une colère contre ses parents et son père en particulier. C'est très frappant. C'est-à-dire qu'alors même qu'on assume parfois sa colère et qu'on devient un artiste ou un militant politique, on n'arrive pas à se mettre en colère contre les premières sources de nos injustices, c'est-à-dire des parents. C'est très difficile. Ils nous ont structurés, ils nous ont donné malgré tout un cadre, une forme de sécurité. Et puis nous avions tellement besoin d'eux enfants, même s'ils étaient maltraitants, on a tellement besoin d'eux qu'on ne peut pas les rompre avec eux totalement. Alors, il y a ce monde de l'enfance, il y a aussi un univers qui est très... rétif à la colère, et là vous en parlez assez longuement aussi, et je trouve que du coup c'est très éclairant sur beaucoup de choses, c'est le monde de l'entreprise. On a l'impression que ce monde de l'entreprise et le monde du management d'ailleurs le plus moderne, où on essaye de faire collaborer les gens, de les motiver, etc., est complètement construit pour éliminer la colère. Oui. Les nouvelles méthodes de management sont quand même inspirées en grande partie par ce qu'on appelle la psychologie positive. C'est quoi la psychologie positive, en gros? C'est de dire... Elle vient d'un pionnier qui est Seligman et qui considérait qu'il fallait porter plus l'attention sur les émotions dites positives. Évidemment, comme la joie, considérant la colère d'ailleurs classant parmi les émotions négatives, ce qui est tout à fait contestable et questionnable. Donc l'idée de la psychologie c'est positif, c'est de développer la joie, l'enthousiasme, cultiver une bienveillance. Je ne dis pas que c'est mal, mais quand on utilise ça en fait pour des fins de productivité chez ses employés ou ses salariés, et que la bienveillance devient une injonction à être heureux, ça devient problématique. La joie est une émotion qui arrive de surcroît comme un résultat un peu hasardeux. On ne peut pas sommer les gens d'être joyeux comme on le voit. Alors, je caricature un peu, mais c'est tout de même ça. C'est utiliser la joie et la bienveillance comme des injonctions, des méthodes managériales pour imposer une atmosphère un peu policée, calme, sereine, des ateliers de pleine conscience, des escape games pour introduire du ludique, du jeu, de la bonne humeur. Mais le monde du travail n'est pas simplement cette atmosphère de jeu et de bienveillance. C'est aussi un monde de rapports de force et de violence. Bien sûr. Mais c'est plus compliqué de faire travailler des gens dans la colère, dans le conflit, etc., que les faire travailler dans une certaine joie. Enfin, je veux dire que c'est peut-être que c'est ce qui est recherché. Effectivement,
ce que chercher, c'est l'efficacité de l'entreprise derrière ça. C'est peut-être plus facile quand les gens sont contents. Ah bah évidemment, je ne dis pas qu'il faut les faire travailler en la colère, mais ce que je dis, c'est qu'à mon avis, il faut faire plutôt confiance aux gens, c'est-à-dire qu'ils ont envie de travailler comme ils ont envie de travailler. Ça peut être dans la joie ou parfois dans une forme de neutralité émotionnelle, enfin sans débordement particulier. Ce qu'il faut, c'est ne pas sommer à certaines émotions particulières. C'est ça aussi que je dis d'abord, parce que je trouve ça violent. Et ensuite, quand il y a des revendications légitimes, parce qu'il y a un harcèlement ou parce qu'il y a un conflit avec un collègue ou avec un supérieur, ou qu'une prime n'a pas été donnée alors qu'elle était promise, ou que des droits sont bafoués, je veux dire, ça c'est des situations concrètes, ou que des outils de surveillance sont mis en place pour contrôler par le badging l'entrée, la sortie, le temps passé. Tout ça existe, et donc il y a des outils de surveillance, une novlangue managériale qui peut être irritante, des ateliers qu'on impose aux gens alors qu'ils ont envie d'avoir tout simplement une vie privée, une vie de famille, comme j'ai pu le constater autour de moi. Tout ça, ce sont des encadrements, des injonctions permanentes à être ensemble heureux et à bien travailler, qui est presque humiliante parce que les gens ont envie de bien travailler, d'être heureux. Mais les sommer à cela, ça me paraît être assez hypocrite et contre-productif, à mon avis. Bah vous dites bien d'ailleurs que à ces environnements, ces injonctions qui ne nous correspondent pas, on peut répondre soit par la colère, ce qui est, on aura tendance à dire en vous écoutant, la bonne réponse, une colère assumée, soit au contraire par l'acceptation, par l'humiliation, et puis par une colère rentrée. Et donc derrière, on développe toutes sortes de pathologies mentales ou même physiques, c'est-à-dire toutes les maladies et le stress lié au travail. Je ne dis pas qu'il faut prendre absolument l'issue de la colère. Il y a deux issues bien connues, c'est la fuite ou l'agression en neurobiologie. C'est-à-dire, pour répondre à un stress, la fuite ou l'agression sont deux issues. Et parfois, il ne faut pas se leurrer, on ne peut pas... on a beau essayer de répliquer, de se battre, parfois on ne peut pas, on n'y arrive pas. Le rapport de force est contre nous. Les gens finissent plutôt par partir. Donc je ne dis pas que la colère est la seule issue et la plus facile. Cependant, et quand je dis colère, ça ne veut pas forcément dire de soulever son bureau et d'être dans une éruption volcanique. Je dis que la colère peut aussi passer par la compréhension qu'un abus ou un déséquilibre est en place, oser le regarder, oser essayer de dialoguer et d'entrer dans une forme de négociation, de dialogue, peut-être un peu de combat. Je pense que les gens parfois n'osent même plus faire tout cela. Oui, c'est ça, ils n'osent pas, c'est-à-dire qu'on a l'impression que effectivement, le fait d'avoir une habitude prise depuis la prime enfance, de réprimer ses colères, de ne pas les écouter, au bout d'un certain temps, finalement, on finit par se dire, même dans une situation qui devrait logiquement nous mettre en colère, parce que c'est une situation d'injustice, de harcèlement, toutes sortes de situations qu'on peut trouver dans la vie sociale ou dans la vie d'entreprise, au moment, le réflexe qu'on finit par avoir, c'est de se dire, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Oui. Absolument. C'est vrai que c'est le constat par lequel je débute ce livre. C'est que les gens restent plutôt médusés, sidérés, ils sont plutôt à essayer de comprendre ce qu'ils ont fait de mal. Et à ne pas être capable de voir qu'en fait, ils subissent une violence qui n'est pas liée à leur comportement, mais tout simplement parce qu'on veut les faire travailler plus ou de telle manière, ou parce que l'autre a un problème personnel, en fait. Et donc, c'est ça, vrai... mais on le prend sur soi. Oui. Et je pense que ça fera écho à ce que vivent beaucoup de gens parmi nos auditeurs, parmi vos lecteurs. C'est-à-dire qu'on finit par se dire je suis mal à l'aise, je ne suis pas bien, je souffre dans cette entreprise, je souffre dans ce travail-là. Et on culpabilise les gens. Et on culpabilise en se disant je n'ai pas été assez performant, par exemple. Mais parce qu'en fait, les gens intègrent l'agression et la culpabilisation. C'est-à-dire que quand ils disent juste « je ne peux pas assister à tel atelier » ou « je ne pourrais pas prendre ce dossier », en fait, ou cette mission, on va les culpabiliser. Leur nom ne sera même pas accueilli, compris ou discuté. On va immédiatement les infantiliser et les humilier en leur faisant comprendre qu'ils se désolidarisent du groupe ou de l'équipe, qu'ils sont des mauvais travailleurs, qu'ils veulent faire passer leur intérêt ou leur vie d'abord. Toutes sortes de violences soft, en fait. Et les gens vont l'intégrer et se culpabiliser et ça va désamorcer une colère tout à fait légitime de défense de soi, en fait, de souci de soi. Il y a par exemple ce management qui est remis en question maintenant, enfin qui existe quand même dans beaucoup d'entreprises, qui est le management par objectif, où on vous met un objectif commercial ou autre, parce qu'il faut bien mesurer, vous dit qu'il faut bien mesurer quand même
la qualité de votre travail ou la quantité de votre travail. Et ce management par objectif, où quand on n'y arrive pas, ça se retourne contre nous en disant mais qu'est-ce que j'ai pas fait. Il y a une dévalorisation de soi qui est derrière la non-atteinte d'objectifs qui sont parfois fixés de façon complètement arbitraire. Oui. Évidemment, c'est compliqué de remettre en question sa hiérarchie ou des directives managériales, mais je pense aussi que ce discours que je tiens peut être entendu par ceux qui donnent ces ordres ou ces injonctions. Et je suis toujours étonnée. En plus, finalement... c'est étonnant parce que ces méthodes managériales veulent favoriser le dialogue ou la bonne ambiance, mais ils ne le font pas. C'est-à-dire que moi, les témoignages que j'ai, c'est plutôt des gens qui se retrouvent licenciés sans avoir été vraiment avertis ou prévenus, qui n'ont pas eu de dialogue au préalable ou en amont. On n'a pas su leur faire confiance ou leur expliquer par un dialogue et une confrontation des désaccords. On n'a pas su leur expliquer ou leur faire comprendre avant. Ce qui serait moins violent que peut-être de les licencier ou de les limoger, en fait. Donc je suis étonnée de voir que finalement, même les managers ou ceux qui ont qui sont peut-être au-dessus dans la hiérarchie, ne tirent pas profit du dialogue et même ont peur eux-mêmes du désaccord ou de se confronter à leurs salariés. Je ne comprends pas pourquoi, parce que ça serait tellement Vous profitable. intervenez parfois, Sophie Galabru, en entreprise ? Non. Non, je ne le fais pas, mais c'est vraiment quelque chose que je pourrais dire, mais ça tombe sous le sens. Ouais. C'est-à-dire que les gens préfèrent toujours, à mon avis, être prévenus, avoir des directives pour s'ajuster, se réguler, et puis peut-être eux-mêmes faire part de ce qu'ils ressentent, et qu'on leur fasse confiance aussi. Et je n'ai pas l'impression que ce soit le cas partout. Alors, Sophie Galabru, je rappelle qu'on est en train de parler de votre livre, Le visage de nos colères, paru chez Flammarion. Je voudrais qu'on élargisse un petit peu, là, on a parlé de l'enfance, on a parlé de l'entreprise. Le monde dans lequel on vit on a parlé un petit peu des Gilets jaunes, le monde dans lequel on vit depuis quelques mois est secoué par un certain nombre d'éléments qui sont nouveaux, qui sont inattendus et qui sont extrêmement profonds. On a d'abord eu la pandémie, on a vu une période électorale, ça c'est pas nouveau. Il y a la guerre qui est entrée en Europe. Il y a beaucoup d'éléments qui font que notre quotidien a pris depuis quelques mois une dimension beaucoup plus tragique qu'il y a quelques années, objectivement. Alors, moi, j'aimerais bien vous écouter un petit peu à partir de votre livre et de votre expérience, savoir d'abord par rapport à la pandémie. Il y a eu des phénomènes assez il y a eu quand même beaucoup de colère autour de la pandémie parce qu'au début on a dit il n'y a pas de masque et puis les gens ne savent pas gérer, etc. Puis vous aviez quand même des gouvernants qui ne savaient pas très bien quoi faire. Souvent ils ont essayé de faire au mieux. Est-ce que la colère doit être dirigée forcément vers quelqu'un, même si ce quelqu'un ou si c'est quelqu'un finalement n'ont pas une volonté de nuire, au pire de l'incompétence? Est-ce qu'il faut toujours... La colère, voilà, est-ce que ça c'est personnalisé toujours? Est-ce que c'est... comment est-ce qu'on peut la travailler? Oui, vous mettez le doigt sur quelque chose d'intéressant. C'est aussi sur l'identification des responsables à l'ère technocratique et bureaucratique. C'est-à-dire, c'est aussi quelque chose que décrivait bien Hannah Arendt, c'est-à-dire quand nous sommes vraiment dans la bureaucratie, c'est des gens qu'on ne connaît pas, qui nous sont invisibles, qui prennent beaucoup de décisions, beaucoup de règlements et qu'on ne voit pas. Et donc les gens ne savent pas toujours vers qui se tourner. Donc ils se tournent vers les visibles, c'est-à-dire le gouvernement, l'exécutif ou alors les députés, les sénateurs. Et c'est tout de même, effectivement, les gens ont raison de vouloir se tourner vers des gens qui prennent tout de même des décisions et qui légifèrent ou régentent leur vie. Pourquoi ? Eh bien parce que nous subissons tous les jours dans nos corps des décisions qui sont prises sur nous. Et donc cela se ressent. Alors c'est vrai, encore plus, la pandémie justement a révélé à quel point l'État, le pouvoir politique, touche nos vies de très près, notre intimité et notre rapport à notre corps. Il n'est pas anodin de demander de porter des masques tout le temps, même dans la rue. Ça atteint notre corps, notre façon de nous rapporter au monde. Il faut bien protéger la population à un moment donné. Donc, oui, mais ce que je dis d'abord, c'est... La colère... Ces décisions
décisions, en tout cas, elles affectent nos manières de vivre. Ça a été de même sortir pour sortir son chien ou acheter une baguette était déjà hyper cadré au temps de couvre-feu ou de confinement. Donc on a juste pris conscience d'une chose qu'on avait complètement oubliée, et je le fais remarquer même à mes élèves, c'est que l'État, le pouvoir politique, c'est pas quelque chose d'abstrait, ça peut toucher les corps et les vies de très près. Et on l'a vu, la pandémie l'a révélé. Donc les gens veulent se tourner vers ceux qui prennent des décisions, surtout quand elles les affectent, quand on leur retire quelques euros d'APL, ou qu'on augmente des impôts, que ça modifie leur vie, ou qu'on leur demande de ne pas sortir, ou alors avec une autorisation. Ça affecte beaucoup de gens dans leur vie quotidienne, donc ils ont envie de savoir si c'est justifié, proportionné, et quand ils sont mécontents, ils se tournent vers ceux qui prennent ou votent ces décisions. C'est bien normal. Ouais. Oui, mais alors c'est normal qu'ils se tournent vers eux pour leur demander des comptes, mais est-ce que c'est normal qu'ils se tournent vers eux avec un sentiment de colère? C'est ça qu'il y a une différence quand même entre les deux. Et ils sont là, bon, les politiques ou les autres sont là pour rendre des comptes. Maintenant, c'est pas eux qui sont responsables de la maladie. Vous voyez ce que... Absolument pas. Mais si vous voulez, d'abord, au début, si on parle vraiment de la pandémie, il n'y a pas eu de colère massive et très nette au début. En fait, ça c'est arrivé relativement tard. Et surtout à partir de la mise en place du pass sanitaire et vaccinal. Moi, c'est plutôt mon observation. Les gens n'ont pas été en colère. C'est très récent, les mouvements de colère aussi pour défendre les enfants et leurs conditions. Parce que, mine de rien, il faut quand même voir ce qu'on peut constater. C'est-à-dire que des enfants de 5 ans sont masqués ou de 6 ans sont masqués à l'école toute la journée, même dans une cour de récréation. Mais des gouvernants font parfois des réceptions à l'Élysée sans masque. Donc c'est vrai que les gens se disent, mais pourquoi mon enfant, qui en plus, la létalité pour un enfant, c'est vraiment nul. Pourquoi un enfant qui ne se contamine mais qui n'aura pas de risque, et ça peut même développer une défense, une immunité naturelle, devrait porter un masque toute la journée, alors même qu'il est en train d'apprendre à parler, de lire et d'écrire, et des plus adultes qui pourraient être plus en danger ne le font pas. Là, on comprend la colère. Il y a eu le mouvement, je crois, des mamans en colère. On peut comprendre. Là, il y a eu un sentiment de disproportion ou d'incompréhension. Donc, je crois que les gens réagissent plutôt avec du bon sens. Et ils ont mis du temps à réagir comme ça, moi, je trouve. Alors, on a l'impression, Sophie Legalabour aussi, et on voit bien qu'il y a au plan politique des professionnels de la colère, des gens qui exploitent la colère, qui, voilà, si on regarde un peu, il n'y a pas si longtemps, les discours de Donald Trump, qui a quitté le pouvoir aux États-Unis, mais on voit bien cette capacité extraordinaire et quasiment empathique qu'il pouvait avoir à absorber la colère des gens et à la restituer sous une forme politique. Oui, de toute façon, alors c'est vrai qu'on remarque plutôt une montée de ce qu'on appelle le populisme de droite. Maintenant, moi, je me questionne toujours sur ce terme en me disant, de toute façon, ceux qui veulent voter les électeurs sont toujours en fait captés par des personnalités politiques qui veulent essayer d'entendre leurs revendications, leurs demandes. Donc, de toute façon, il y a toujours un soupçon sur le politique pour savoir si il veut capter de manière utile, véritable, authentique ou pas les colères des gens. Quand il s'agit du populisme, en fait, on les accuse de quoi ? De démagogie, c'est-à-dire de flatter les émotions et les affects des gens pour les utiliser, faire semblant de les accueillir et puis de les tromper après. De toute façon, je pense que le risque d'une captation inauthentique et d'une manipulation existe toujours avec les politiques, toujours. Donc je ne suis pas plus inquiète par rapport aux populistes que par rapport à d'autres personnalités politiques, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, alors après, il y a des mouvements de masse ou de foule, comme les Gilets jaunes, qui ont des colères, parfois quelques démagogues ou populistes les approchent. Comment juger si c'est malhonnête ou pas ? C'est pas évident non plus. Il est bien normal aussi que des gens essayent de s'en approcher ou de comprendre et parfois d'essayer de les accueillir. Je ne sais pas si les mouvements pourront se passer quand même de figures ou de leaders politiques pour être orientés ou naviguer et proposer des choses. Donc, et puis les Gilets jaunes ont refusé qu'on récupère leur colère. Il n'y a pas beaucoup de représentants, ou alors c'était des gens de leur mouvement. Mais il n'y a pas beaucoup de représentants politiques qui a pu les représenter ou parler en leur nom. En fait, ils ont interdit ça, et ce qui est assez intéressant. Et sinon, c'était des membres de leur groupe.
Et il faut forcément quelques leaders pour faire passer quand même des messages. Ouais. Mais alors là, ça c'est après, je veux dire, ces leaders ont d'une certaine façon disparu, et donc la chose c'est terminé. Est-ce que les colères qui se sont exprimées à ce moment-là ont vraiment été traitées? Ça, on peut en douter quand même. Non, je n'ai pas eu l'impression qu'il y a eu une écoute massive de tout ce qu'ils demandaient. Il y avait des demandes intéressantes, comme le référendum d'initiative populaire. Il y avait des choses qui auraient pu être discutées sérieusement. Non, je ne trouve pas il n'y a pas eu d'écoute, de prise au sérieux, à mon avis. Ouais. Alors, vous dites, Sophie Galabru, dans ce livre, Le visage de nos colères, qu'à un moment donné, exprimer sa colère au bon moment peut être un geste salvateur d'une certaine façon. Ça permet de mettre des limites. Oui. Ça peut être le cas de façon personnelle ou de façon collective. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une réaction biologique, si j'ai bien compris, ou biologique ou autre, je ne sais pas, vous allez nous dire, mais qui est une réaction profonde et qui est simplement dire stop, ça suffit, là, je mets un certain nombre de limites. Oui. Mais de toute façon, je crois que la problématique la plus compliquée dans une vie, c'est de se construire une forme d'autonomie et d'individualisation. Ce que je veux dire, c'est qu'on on l'a dit tout à l'heure, on tombe dans un monde, dans une société, dans une famille. Nous sommes toujours au carrefour de nœuds et de relations et de dépendances. Nous sommes dépendants de tout et de tout le monde, de nos parents, de nos amis, notre fratrie, d'une société. Nous sommes dans des réseaux d'interdépendance continuels. Et c'est pourquoi il y a des moments où je pense que le plus difficile, c'est aussi de se distinguer, pas de se séparer, mais de se distinguer un peu et de marquer aussi un peu, de circonscrire un peu ses limites ou son territoire. Je pense que l'épreuve d'une vie ou d'une existence, c'est de rester en relation avec les autres, c'est tout un apprentissage, mais aussi de marquer un peu ses frontières et ses contours. C'est très difficile. Et la colère apprend à sentir ses limites, à sentir les abus, à sentir les déséquilibres. Mais nous n'osons pas l'assumer parce que nous avons peur que ces mouvements de régulation soient mal pris par les autres. Nous avons peur que cela dégénère. Nous avons peur de l'escalade ou de la rupture, car nous ne voulons pas forcément rompre, mais simplement réguler aussi nos relations et nous démarquer un peu des autres ou des groupes qui nous oppressent. Parfois, oui, il faut parfois rompre dans un couple, une relation amicale. Mais ce que nous avons envie d'abord quand nous ressentons une colère, c'est de réguler nos relations, de replacer de la distance et de nous démarquer un peu. Et c'est vrai que c'est l'épreuve d'une existence de faire ça, puisqu'on est dépendant et soumis et on va, à mon avis, il faut progresser vers une forme d'autonomie le plus possible. Oui, c'est ça, ça permet de recaler les choses. Et ce qu'on sent bien dans votre livre, c'est que la colère n'a pas forcément des conséquences négatives. On associe la colère derrière quelqu'un qui se met en colère, après on s'engueule. Je prends le cas du couple. Ouais. Il y a une colère, après on s'engueule, ou on se fait la tête, il peut y avoir toutes sortes de choses. Alors que finalement, la colère peut être un mouvement comme quand un chien qui se... Ouais, j'ai vu cette image, un chien qui se secoue en sortant de l'eau pour éliminer l'eau, et puis après, 2 minutes après, il bouge plus. Simplement, il a éliminé l'eau à un moment donné qui était sur son corps. Et voilà, on a l'impression d'un mouvement spontané qui ne prête pas forcément à quelque chose de très long, qui peut être à la limite assez vital. Oui, et puis en plus, si on est d'accord à deux pour dire que la colère ou le désaccord ne sera pas un drame ou ne mènera pas à un conflit terrible, une agressivité, une violence et une rupture, ça peut se passer très bien. Si même amicalement ou dans un couple, on ose en effet dire à l'autre, là ça ne va pas, ou je suis mécontente, ou je suis heurtée, et que l'autre est d'accord pour accepter cette émotion, ne pas la craindre. En fait, vous voyez, on a souvent peur de se mettre en colère, parce qu'on ne sait pas comment l'autre va le prendre, comment il va l'accepter, s'il va mal le percevoir, être extrêmement blessé, se sentir nié ou heurté. Mais si on accepte que c'est une émotion régulatrice de nos liens, qu'il faut parler et parfois être en discordance, ça peut être absolument bien vécu, finalement. Oui, mais alors ça, c'est un exercice, c'est une sorte peut-être de discipline. C'est un apprentissage. Je pense que c'est un art. Et puis de se dire effectivement, j'ai été en colère, mais ça ne porte pas à conséquence, etc. Ça peut être avec les enfants, ça peut être avec toutes sortes de...
En fait, oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement accepter sa colère. Ce que j'essaye de dire aussi dans le bouquin, c'est qu'il faut aussi accepter, sinon ce n'est pas du jeu, celle de l'autre. Et comprendre que la colère de l'autre et son désaccord ne veut pas dire que nous sommes niés ou désapprouvés totalement ou ne plus aimés, parce qu'en fait, on a peur de déplaire, on a peur de plus être aimé. Mais l'amour n'est pas que la docilité, la bienveillance, le sourire. C'est parfois, au contraire, plus on respecte les gens et plus on les estime, plus on les aime, plus on veut aussi leur dire ce qui nous tient à cœur, ce qui nous blesse, et on veut changer les choses, à mon avis. Et comment on fait pour faire en sorte d'assumer ses colères, enfin, ça ne saurait pas me répondre, mais sans que ça tombe à un moment donné dans le ressentiment, dans des passions longues et destructrices? Le ressentiment, à mon avis, c'est lié au refoulement et au fait qu'on n'a pas su assumer en soi, avec soi-même, ce qui est en train de se passer, la revendication ou la révolte qu'on a, et de ne pas avoir su l'exprimer ou la verbaliser, de trouver une issue pour l'exposer à l'autre. Donc quand on la refoule à ses propres yeux, ou alors on l'a comprise, mais on n'arrive même pas à l'exprimer à l'autre, ça macère, et c'est le ressentiment, ouais. Alors j'ai une question à vous poser qui est plus personnelle, Sophie Guélabru. Vous êtes philosophe, et vous parlez beaucoup dans ce livre, vous parlez d'Alice Miller, vous parlez de Freud, vous parlez d'Adler, vous parlez beaucoup de psychiatres. Vous n'êtes pas psychologue, psychiatre, etc. Donc, est-ce que il n'y a pas un petit... le fait de rester philosophe, c'est-à-dire de rester au niveau des idées, de l'éclairage, est-ce que vous ne pourriez pas aller un petit peu plus loin dans une pratique? Parce que vous donnez la voix, mais la pratique, c'est autre chose. Vous n'avez pas envie d'aider les gens à gérer leur colère ou à les exprimer. Mais parfois, on le fait en dehors d'un cabinet de psychanalyste. Oui, mais justement. En fait, d'abord, j'ai eu une forme de pratique en tant que patiente. Je veux dire, j'ai un rapport à la psychanalyse et à la psychologie en tant qu'ancienne patiente. Moi, ça m'a passionnée de faire plusieurs travaux d'analyse. C'est un exercice thérapeutique, mais aussi intellectuel que je trouve passionnant. Et puis, si, ça peut m'arriver, mais sans l'étiquette psy, et pas dans l'ordre d'un cabinet. Et on peut tous, parfois, parfois, entre amis, on peut avoir une écoute thérapeutique. Ça n'est pas réservé qu'aux psy, heureusement. Non, mais justement, en vous lisant, on se dit, bon, avec cette vision acérée que vous avez des passions, de la colère, de ce qu'il faut pouvoir assumer, etc., effectivement, on se dit peut-être le stade suivant. C'est pour ça que je vous ai parlé d'entreprise, ce serait d'aller aider les gens en entreprise, d'aider les gens, je sais pas, dans des syndicats, d'aller aider les gens au point de vue psychologique. Non, vous allez rester... Vous êtes très jeune, mais est-ce que vous allez rester au niveau de la philosophie? Voilà. Non, je ne suis pas fermée. Je trouve ça passionnant peut-être d'opérer des médiations. Ça peut être tout à fait intéressant, absolument, ouais. Est-ce que finalement, Sophie Guélabru, la colère ne révèle pas une vérité sur nous-mêmes? Si, je crois que ça peut être il y a une puissance révélatrice de la colère, parce que la colère, en fait, est un mouvement affectif et corporel, émotionnel, qu'on ne comprend pas toujours, dont on n'a pas toujours toutes les clés en amont, parfois oui, mais parfois non. Et cela nous invite justement à ouvrir une élucidation sur ce qui nous fait mal, ce qui nous dérange. C'est un appel à l'élucidation, donc c'est un affect philosophique. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais renvoyer nos lecteurs à votre livre, donc Sophie Guélabru, Le visage de nos colères, un très beau livre, très dense et à la fois très agréable à lire, très bien écrit. Merci. Voilà, donc merci beaucoup d'être venue aujourd'hui pour nous parler du visage de nos colères. Merci Sophie. Merci. C'était Pile Poule, une émission de Marc Wielinski, que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.